Il ne faut pas voir seulement dans la propagande médiatique une influence à sens unique qui serait reçue par un sujet passif et inconscient ne réalisant pas ce qui lui arrive. Il existe une interaction entre l'émetteur et le récepteur, en ce sens que beaucoup veulent et demandent ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que l'information que leur donne les rassure et les conforte, créant un monde dont la représentation ne bouleverse pas leur certitude acquise. Ils en redemandent du JT entre deux émissions de divertissement. Cette correspondance est à l'œuvre quand la volonté de comprendre est abolie. Chez cela, plus grand-chose à faire. S'ils ne sont pas aujourd'hui capables de voir, après Covid-19, Ukraine, Gaza, l'organisation du mensonge dont les médias sont les principaux promoteurs, que faut-il encore leur donner? À Amsterdam, alors que deux fractions de supporters au relent facho, dont des Israéliens ultrasionistes, envers aux mains, pieds, barres de fer, couteaux, en pleine rue de la capitale, la réduction à l'attaque antisioniste fut de nouveau la réponse des médias. Aujourd'hui, on en est au point où une fille se ferait violer en rue par un Israélien, que sa plainte serait taxée d'actes antisémites. Ils voient de la chasse aux juifs partout, rideau de fumée pour mieux occulter leurs méfaits et leurs crimes. Misère. Nous sommes arrivés dans l'ère de l'abolition de l'effort. Une amie me disait récemment que l'intelligence artificielle pouvait, à sa place, préparer le texte explicatif qui accompagnait les visites de son jardin qu'elle faisait pour des amis, des proches et des gens qui s'intéressaient à la nature. L'intelligence artificielle pouvait même varier les plaisirs et passer du style Rabelais à celui de Verlaine et tous ceux que l'on voulait. Certes, mais l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à une chose dont elle prive celui qui recourt à ses services. L'effort d'avoir construit et cherché, de s'être trompé et fourvoyé pour arriver à un résultat final qu'on présente à d'autres, nous emplissant de la fierté du résultat accompli, d'avoir fait une chose qui ne se limite pas à un clic de souris. Sous l'œuvre créée, l'homme s'accomplit et fait société avec les autres. L'IA, elle, dans une société où l'effort sera aboli, risque le plus souvent de desservir ce qui fait le vivre ensemble, réduisant les individus à des monades insignifiantes, incapables, désormais, de réfléchir, qui, avec le temps gagné à ne pas fabriquer des œuvres, iront regarder des séries Netflix. C'est à cela qu'il faut craindre une atrophie généralisée des cerveaux, à l'instar de la perte musculaire inquiétante des jeunes, montés sur des trottinettes, vélos et autres engins électriques, à des âges où ils ont tout pour avancer d'eux-mêmes et surtout en ont le besoin. Le comble de l'aliénation sera atteint quand on aura atteint la certitude que les instruments qui nous asservissent nous libèrent et que ceux qui osent le dire sont des réactionnaires. Comme disait Herbert Marcuse dans L'homme unidimensionnel, le concept d'aliénation devient problématique quand les individus s'identifient avec l'existence qui leur est imposée et qu'ils y trouvent réalisation et satisfaction. Cette identification n'est pas une illusion mais une réalité. Pourtant, cette réalité n'est elle-même qu'un stade plus avancé de l'aliénation. Elle est devenue tout à fait objective. Le sujet aliéné est absorbé par son existence aliénée. Il n'y a plus qu'une dimension, elle est partout et sous toutes les formes. Qu'est-ce qui fait qu'on refuse nos existences aliénées? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se réveille? J'ai récemment reçu un message qui m'a beaucoup touché d'un policier résistant que j'avais rencontré au tout début du Covid. Je vous le lis. Très cher Alexandre Penas, 2025 pointe le bout du nez et je ne peux m'empêcher de regarder en arrière. J'ai bientôt 50 ans et aujourd'hui ma vie a bien changé de ce qu'elle était il y a 5 ans encore. Ces changements, je te les dois en grande partie. La rencontre que j'ai eue avec toi lors de cette interview chez toi où nous étions 6 flics en questionnement sur les inepties que l'on nous demandait d'appliquer pendant la période covidieuse fut le début de ma métamorphose. Depuis cette rencontre, je n'ai cessé de te suivre. Depuis cette rencontre, je n'ai cessé de réfléchir à mon rôle dans tout ce merdier. J'ai essayé tout ce qu'un flicaillon honnête pouvait faire pour changer les choses, les combattre, éveiller d'autres consciences. Rien n'y fit. Je ne refais pas l'histoire, mais l'Ukraine, Gaza, les élections USA, la diabolisation du milliardaire, la pensée unique, passant la deuxième, autant de choses témoignant que la censure, la mésinformation et la volonté d'asservir le peuple est plus présente que jamais. Je sais que comme homme, tu as difficile de tenir debout par moments. Je me souviens de cette grande interview avec Alexandra Ronco et plusieurs autres grands hommes et femmes où tu ne pus contrôler tes larmes qui te vinrent avec l'émotion, la fatigue. C'est ça qui te rend authentique et intègre à mes yeux, et pas qu'aux miens. Tu fais un boulot formidable et je te promets que je vais reprendre l'abonnement à Keros pour te soutenir. Ma situation économique a changé, mais mon sentiment de bien-être et de liberté aussi. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais je ne suis plus flic aujourd'hui. Je travaille dans une AMO qui aide les gamins de 0 à 22 ans à s'en sortir dans ce monde, ce pays de merde. J'ai repris un bac en éduc spécialisé, et même là,
on sent la puissance de la propagande, mais maintenant je gère ça. Ce choix que j'ai fait, le courage que j'ai trouvé pour renoncer à mes petits acquis sociaux et à mes avantages de flic, c'est grâce à toi et aussi bien sûr à ma merveilleuse femme, mais je devais prendre ces quelques minutes pour te le dire depuis un moment. C'est en regardant la vidéo avec Toxin sur le site de Kéros que je me suis dit: «Écris-lui maintenant, ce mec le mérite. T'es un homme bien Alexandre, tu le sais sûrement et tu n'en fais pas un étalage. Sans te placer au rang des sauveurs, tu es en tout cas un phare dans la nuit pour beaucoup de gens et pour ma part, tu m'as en partie sauvé mec. Merci. Merci F, dont on n'ose pas encore citer le prénom. Cela donne tout son sens à notre travail, indispensable pour toute l'équipe de Kéros. Les propos de cet ancien policier indiquent aussi que l'inertie institutionnelle rend quasiment impossible de changer les choses de l'intérieur. Le totalitarisme fonctionne car chacun y participe. Cette interview, on voulait en profiter pour vous la repasser. En remplacement du décrypte hebdo que nous n'avons pu faire ce jeudi, ce témoignage des 4 policiers du militaire nous rappelle une période sombre, inimaginable pour certains, et nous remet en mémoire ce qu'ils ont osé nous faire vivre et d'où nous ne sommes évidemment pas encore sortis. Ce n'est qu'un intermède. Reste à éveiller le plus de monde possible pour que plus jamais nous ne retombions dans ce délire et que ceux qui en sont responsables soient jugés. Maintenant, le quotidien, c'est ça. C'est de la délation. C'est mes voisins font ça, ils ont invité plus de personnes. Telle personne est entrée dans le magasin avec pas de masque, machin n'a pas désaffecté ses mains. Attention, si vous recevez pour les fêtes de fin d'année, la police va venir sonner à vos portes. Nous, on découvre ça aux informations, comme tout le monde, et on se dit, tiens, on n'est pas au courant. Et avec quels moyens? À partir de quel moment nous sommes encore en démocratie? Nous voyons régulièrement aussi des collègues qui croient à toute cette propagande, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Il y aura des conditions pour pouvoir faire certaines choses à être vacciné, d'où passeport vaccinal et compagnie. Et je me dis, mais ce monde est en train de devenir fou, moi c'est pas pour ça que je suis rentré à la police. Peut-être que quand les gens auront vraiment faim, là, ils iront dans les rues. Mais voilà. On est peut-être encore dans une période trop confortable. Les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la pauvreté tue beaucoup plus que le Covid. Bonjour à tous. Il devait y avoir un policier cet après-midi. Voilà qu'il y en a 4, dont un militaire. Il semblerait qu'il y ait quelques problèmes actuels qui se passent. On va en parler. Mais d'abord, commençons par vous présenter chacun à votre tour et dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites. Bonjour, je suis inspecteur à la police fédérale depuis plus de 16 ans. Bonjour, je suis inspecteur sur une des zones de Bruxelles depuis plus de 20 ans. Bonjour, je suis inspecteur au sein de la police. Je ne souhaite pas révéler dans quel service je travaille. Bonjour, je suis à l'armée depuis plus de 10 ans et je suis caporal à l'armée de terre. Bonjour, je suis inspecteur dans une zone de police en Wallonie. Depuis un peu moins de 20 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Mais je peux pas en dire plus. Alors, on avait fait une interview d'un policier dans le nord de la France, et on avait eu quelques commentaires après de personnes qui avaient vu l'interview qui nous disaient c'est facile d'être masqué, de parler comme ça, on n'a pas vraiment de preuves que c'est un policier. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais je voulais quand même vous soulever la question, qu'est-ce que vous risquez parce qu'à vous voir comme ça tous les 5, vous ne voyez pas, mais c'est assez incroyable. On se pose des questions sur l'état de notre démocratie, si on peut quand même pas expliquer ce qui se passe. Donc peut-être expliquer qu'est-ce que vous risquez en parlant, et puis après peut-être venir sur les piliers, les valeurs de base de votre métier quand vous avez commencé. Vous pouvez peut-être commencer. Mais en fait, qu'est-ce qu'on risque J'ai envie de dire que la situation est assez inédite, donc je ne sais pas vraiment répondre à la question sur le fond. Maintenant, il est clair que notre statut, en fait, à partir du moment où on porte l'uniforme, où on représente notre fonction, ce qui est le cas ici, puisqu'on est venu
On est venu répondre aux questions en portant l'uniforme et de par notre fonction de policier justement et militaire. Mais donc on a ce devoir de réserve qui est repris dans le statut, notamment dans le code de déontologie. Donc comme policier, j'ai pas le droit d'exprimer des avis qui sont liés, que ce soit politique, que ce soit religieux, que ce soit éventuellement et plus que probablement pour l'instant par rapport aux mesures Covid et à tout ce qu'on vit depuis près d'un an. Je suis un citoyen comme un autre, mais j'ai un libre arbitre qui est finalement assez restreint quand je porte l'uniforme. Alors, j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que même quand je ne le porte pas, en fait, puisque on nous dit qu'on est policier 24 heures sur 24, et que finalement, même quand je suis dans mon quartier, voilà, si on me reconnaît qu'on sait que je suis policier et que je tiens les propos, ou que je réponds aux questions que vous allez me poser, clairement, je prends un risque parce que si je suis identifié, on pourra évidemment considérer que ce que je fais, c'est de la déloyauté en fait par rapport à mon employeur, qui est l'État, mais qui est, dans mon cas, une zone de police wallonne. Donc, la raison pour laquelle on est masqué, la raison pour laquelle on ne veut pas être identifié, c'est surtout pour se protéger soi, parce que je veux bien être courageux, je veux bien répondre aux questions, mais je veux pas non plus rendre précaire ma vie de famille parce que je perds mon emploi, parce que voilà, qu'est-ce qu'on risque? Oui, on risque potentiellement un licenciement si les choses qu'on dit pouvaient amener à trop de troubles, en fait, par notre positionnement. Donc, ça peut être assez grave, ouais. Donc certains ont pris des précautions aussi avant de venir peut-être expliquer. Ouais, je voulais un peu enchérir aussi sur ce que le collègue disait. Donc il faut savoir qu'en tant que policier, il y a non seulement les risques de poursuite au niveau pénal, mais également aussi les poursuites au niveau administratif, c'est-à-dire interne. En effet, un policier risque le double de n'importe quel citoyen, justement de par sa fonction. Donc non seulement si une infraction pénale est commise par un policier, il peut être bien sûr jugé et condamné, mais également subir des conséquences au niveau interne de sa profession. Donc vous prenez beaucoup de risques en venant parler aujourd'hui. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est pour répondre à votre question du début. Pourquoi est-ce qu'on est habillé comme ça? Non, effectivement, on ne sait pas prouver qu'on est policier, mais on veut expliquer la raison pour laquelle on tient à garder l'anonymat. On va en venir, il y a eu beaucoup de changements depuis, depuis le début, disons, de la crise Covid. Certains d'entre vous sont rentrés à la police avec certaines valeurs que vous retrouvez peut-être pas. Il y a des piliers qui définissent le rôle d'un policier. En effet, la police intégrée, qui existe donc depuis la réforme des polices, est basée sur 5 piliers, et dont la justification. Nous devons justifier notre mission auprès des citoyens. Nous devons aussi nous impliquer dans la vie des citoyens et impliquer les citoyens dans notre travail. C'est-à-dire qu'on nous a bien fait comprendre quand nous avons prêté serment il y a plus de 15 ans maintenant, que nous ne nous trouvons pas face à la population, mais que nous devons être dans la population. Voilà. Et puis, on insiste énormément sur le fait que nous avons différents modes d'action. Dans les modes d'action, il y a évidemment la violence, oui. Parfois, on est obligé de faire usage de la force, on est obligé de verbaliser, mais ces deux modes de fonctionnement doivent être utilisés vraiment in extremis. On n'a pas l'impression, pour le moment, que ce soit respecté. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez du fait que la police doit être dans la population. En fait, elle est au service de la population. Mais moi, j'ai l'impression, je vais prendre mon cas quand je suis en manifestation comme journaliste, j'ai vraiment l'impression d'avoir devant moi un bloc homogène, qui est parfois fort violent, et je voudrais que l'un de vous réponde par rapport à ça, et aussi, est-ce que vous pensez qu'actuellement la population est plutôt derrière vous, ou que c'est le contraire? Chacun à son tour, ou qui veut répondre? Ouais. Par rapport aux manifestations, il est clair que
vu ce qu'on voit actuellement, on a... C'est vrai que la population a plutôt l'impression que nous sommes contre eux. Il est clair que lors de manifestations, ce sont des événements qui ne sont pas non plus faciles à gérer. Il faut savoir que dans les manifestations, nous avons un pourcentage de fauteurs de troubles, ce qui fait que pour les collègues, ce n'est pas non plus facile d'identifier les fauteurs de troubles des personnes correctes. Maintenant, à cause de ces fauteurs de troubles aussi, il y a un problème justement qui fait monter les collègues en tension, et ça joue vraiment sur leur appréciation des faits. Maintenant, il y a certains collègues qui aiment bien aussi les manifestations, travailler en manifestation, pour justement la gestion de ce type d'événement. Donc, je veux dire, j'ai l'impression, en manifestation, ces collègues semblent des fois être un petit peu déconnectés par rapport à la réalité. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que, en fait, le maintien de l'ordre au niveau de la police belge, c'est quelque chose, donc la gestion de l'espace public, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais qui est aussi, il faut quand même le reconnaître et l'admettre, politisé. Alors, plus que jamais à Bruxelles, quand on a, je veux dire, les espaces européens, toute la zone du Parlement, qui sont des zones neutres dans lesquelles on ne peut pas manifester, on sait qu'on est dans une situation actuellement qui est particulière aussi pour les manifestations, puisque les règles établies limitent à 100 personnes quand tout va bien, avec des distances, avec les masques, bon, avec tout ce genre de choses. On sait aussi que une manifestation, par exemple, comme les Black Lives Matter ou les soutiens à Ibrahima, va générer beaucoup d'émotions et va généralement aussi amener des casseurs et pas mal de violence. Et là, paradoxalement, la réponse politique va être de dire ne provoquons pas, cachons-nous, ou essayons d'être le plus limité possible pour que finalement il n'y ait pas trop de casse et qu'on protège les honnêtes citoyens, mais ne pas aller dans la provocation non plus par rapport à ces groupes de jeunes, parfois de jeunes casseurs. Donc c'est assez paradoxal ce qui se passe quand on regarde la manifestation de la fin du mois de janvier, où on avait finalement quelques centaines de personnes qui revendiquaient pacifiquement leurs droits, et où il y avait en définitive devant eux plus de policiers que de manifestants. Ben, oui, on peut se dire. Alors, le policier lui-même, vous imaginez bien que celui qui fait partie d'une section, d'un peloton, qui est là avec son matériel de maintien de l'ordre à Int ou même les zones qui viennent renforcer le fédéral, il décide de rien. Il n'y a pas du tout une volonté de la part du policier individuellement de dire moi je vais me faire du manifestant, je vais me faire de l'anti-Covid. Non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est une structure là, qui est quasi militaire, parce on est face à des pelotons, à des sections, il y a des chefs de section, des chefs de peloton qui rendent compte au bourgmestre, de Bruxelles en l'occurrence ici. Il y a probablement, alors je ne vais pas parler de pression, j'en sais rien, je suis personne pour dire ça, mais il y a évidemment des ordres qui viennent de plus haut, et qui font que, voilà, peut-être cette manifestation-là, c'est bien qu'elle ne fasse pas trop de vagues, parce que, donc, en définitive, on va peut-être la sanctionner un peu plus sévèrement, on va interpeller les gens pour ne pas donner des idées aux suivants de manifester. Donc, voilà, je veux dire, j'ai des yeux, je vois comme tout le monde, et j'ai envie de me dire que, ouais, la gestion de l'ordre public, et là, je veux vraiment faire comprendre aux gens que, ouais, il y a des mauvais policiers, ou il y a des policiers qui sont peut-être plus zélés, plus sévères, avec, voilà, ils prennent peut-être leur pied, en effet, dans ces mesures-là, mais il y a aussi une écrasante majorité de collègues comme nous qui avons envie de dire stop, et de dire que non, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais on est extrêmement mal pris pour lutter. Alors j'ai entendu beaucoup de gens me dire dans mon privé ou sur les réseaux sociaux, ouais, mais enfin, démissionne, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas aussi simple, hein. J'imagine que si du jour au lendemain le travail de journaliste devenait quelque chose de vraiment terrible, vous auriez le choix de faire un peu ce que vous faites, c'est-à-dire de la presse libre, comme vous dites, ou de manger comme les gens sur RTL et sur RTB qui suivent le discours général. Donc, la police, c'est un peu la même chose. Hein. On est entré dans un métier qui a un statut, qui est avec des règles contraignantes, on sait bien, on essaie de faire pour le mieux.
Mais voilà, par rapport à la gestion de l'espace public, c'est très compliqué. Et le Covid a rendu les choses encore plus compliquées, je pense. Moi aussi, quand on reçoit des ordres dont on ne voit pas le sens, qui pour nous sont, ouais, sont presque illégaux, comment on vit ça? Parce que, pendant les gilets jaunes, il y avait quand même en France un suicide de policiers par semaine. En Belgique, il y en a aussi, on en parle, il y en a peut-être moins, mais on n'en parle pas beaucoup. À un moment donné, quand on est un être humain et on est face à des ordres et qu'on doit les faire respecter, tout en ne pouvant pas parler, c'est un peu compliqué, non, humainement? C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là. Je sais pas si chacun, pour dire, qui veut répondre à quelque chose à dire. Là, du coup, vous venez de soulever le point. Je pense qu'il y a plusieurs choses importantes à se rappeler en tant que représentant des forces de l'ordre, que l'on soit militaire ou policier. C'est ce pourquoi on est rentré. Il y a une des valeurs qui a été citée juste avant, pour moi, qui est une des plus importantes, qui est la protection du peuple. Et pour l'instant, de les mesures demandées aux forces de l'ordre, je ne retrouve plus ces valeurs-ci. Alors, en tant qu'être humain, ce qui est compliqué, c'est après de se regarder en face et de remettre la responsabilité à qui nous tenons l'uniforme. Nous sommes restreints, nous devons agir d'une certaine façon, mais humainement, si nous ne sommes pas 100% d'accord, je veux dire, ça pose certains soucis. Et je pense que ça risque de créer pas mal de tensions en interne aussi. Ouais, donc vous avez un peu l'impression d'être quoi? Des forces, gouvernementales? Parce que vous défendez, en fait, qui vous défendez? En fin de compte, maintenant, En fait, on nous demande d'être apolitique et de ne pas afficher nos couleurs politiques. Mais nous sommes obligés d'exécuter des ordres qui sont, comme mon collègue l'a dit, ben, donnés, conseillés par des instances politiques. C'est voilà. De toute façon, je veux dire, ici, je vais prendre un exemple. Je connais des collègues qui travaillent dans les aéroports. Ils reçoivent des mesures à prendre concernant, par exemple, les voyages non essentiels. Les directives ne sont pas claires. On va dire que les collègues sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire que celui qui verbalise s'en donne à cœur joie et l'autre eh bien, a l'impression de ne plus faire son travail depuis plus ou moins un an, parce que le travail policier doit laisser la place au travail Covid. Et on reçoit finalement, on va dire, des informations comme quoi l'arrêté ministériel qui interdit les voyages non essentiels est trop lacunaire, trop trouble. Du coup, voilà, il faut alléger les mesures. C'est ce qu'on nous fait passer comme message. Pour revenir à la question, pour moi personnellement, ce travail Covid, comme dit ma collègue, me pose un sérieux problème. Voilà, je suis rentré à la police il y a plus de 20 ans. C'est pour protéger, servir la population, arrêter les voleurs, comme on dit, et défendre la veuve et l'orphelin, pour reprendre un vieux cliché. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est tout à fait autre chose qui se passe. Ce qui est aussi, c'est l'absurdité de certaines mesures. Je m'explique. Des choses qui sont autorisées une semaine, qui sont devenues interdites la semaine suivante, puis qui sont de nouveau interdites la semaine d'après. Le peuple lui-même ne s'en sort pas. Et nous, on est là derrière, on nous demande de sévir et de faire respecter certaines mesures. Je prends d'autres absurdités. Par exemple, en Wallonie ou à Bruxelles, vous avez le couvre-feu à 22h. En Flandre, vous avez le couvre-feu à minuit. Vous avez des villes limitrophes où d'un côté de la rue, vous avez Bruxelles, de l'autre côté, vous avez la Flandre. Donc ça veut dire quoi? Que le gars, il traverse la rue, il peut rester 2 heures de plus dehors. Donc il y a vraiment des absurdités en tout genre qui planent sur notre pays. Quand je dis absurdité aussi, c'est-à-dire que beaucoup de gens commencent à se rendre compte que ça ne va pas. Je m'explique. Si on est à 5 pour faire du sport en extérieur, voilà, la police peut être à même de rédiger un procès verbal parce que c'est le maximum de 4 personnes. Par contre, on peut être à 150 dans un métro bondé, collés les uns aux autres, à partager les mêmes mains courantes, et ça c'est tout à fait normal. Et ça, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'il y a trop de choses qui sont illogiques dans ces mesures gouvernementales,
Et nous, on est là au milieu, on est entre le marteau et l'enclume, on doit obéir à des ordres de répression dans certaines mesures, et à côté de ça, devant nous, on a une population qui est, je vais utiliser un mot très fort, mais qui est de plus en plus opprimée. Il y a des gens qui perdent leur boulot, il y a des faillites, il y a des suicides, le taux de dépression chez les jeunes a explosé, et au final, pourquoi? Moi, j'ai pas envie de trop rentrer dans des détails de chiffres, mais il faut quand même bien, au niveau planétaire, ce virus, il a tué 0,02% de la population. 0,02% de morts sur la planète entière. Allez, il y a eu plein d'autres épidémies au cours de l'histoire qui se sont éteintes d'elles-mêmes, pour lesquelles aucune mesure spécifique n'a été prise. Et ici, on voit ce qui est en train de se passer pour un virus qui est aggravé à l'extrême par les médias, et au final qui ne tue pas beaucoup plus que certains autres microbes. Donc voilà, et alors nous on est au milieu à devoir faire respecter des règlements, et moi ça me pose un réel problème. C'est intéressant que vous souleviez cette question de votre position entre le gouvernement, l'État et la population, parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu le tampon entre le peuple et le gouvernement pour qui prenait les coups un peu, ou qui est en tout cas instrumentalisé pour justement protéger des gouvernements qui sont quand même un peu illégitimes, en tout cas qui ont des décisions illégitimes, et on vous sacrifie entre guillemets pour qu'on ne touche pas au vrai problème, mais aussi au problème d'une démocratie qui devient quasiment inexistante. Mais en fait, ça c'est un petit peu le fond du questionnement qu'on est plusieurs à partager depuis un moment. C'est quand on travaille à l'État, on prête le serment de tous les fonctionnaires, hein, donc on jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution, aux lois du peuple belge. Et donc, on se rend compte ici que, quelque part, ce serment induit un certain nombre de choses. Alors, quand tout va bien, ou en tout cas quand tout va pas mal comme pour le moment, bah, c'est relativement facile à suivre en fait, hein, parce que obéir à la Constitution quand on est policier, respecter les règles, ouais, c'est la base. Personne n'est parfait, bon, à la base, c'est assez simple. Ça devient plus compliqué évidemment quand la Constitution et les lois, et en l'occurrence ici les arrêtés ministériels pour la plupart, sont en opposition dans certains aspects. Donc, pour des raisons, je me garderai de dire qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, hein. Ça prend encore un autre risque oratoire que je ne vais pas prendre ici, mais sur base que ces règles sanitaires sont nécessaires, ben on vous empêche d'aller à l'étranger, on vous empêche de voyager, on vous empêche de vous rassembler, on vous empêche de célébrer vos morts, hein, parce que la plus sombre période du confinement, ben, on ne pouvait même pas se réunir à plusieurs, donc on a des familles qui ont dû laisser partir leurs proches avec un adieu des coups tièdes. Tout ça pourquoi? En fait, pour réussir à se protéger à tout prix de quelque chose. Alors, en droit, il y a un système, enfin, il y a un principe assez fondamental qui est le principe de proportionnalité. Donc, en gros, quand vous prenez une mesure, mais ça a été cité par de plus en plus de juristes maintenant, j'en suis content de voir qu'enfin ça bouge, des avocats notamment, des magistrats, c'est que quand on prend une mesure, cette mesure, elle ne doit pas être, enfin, les effets qu'elle va amener ne doivent pas être pires, évidemment, que le mal pour lequel on lutte. Donc, si on commence à prendre des confinements, des tas de règles extrêmement strictes, mais que, à contrario, les effets collatéraux secondaires néfastes qui vont ressortir pour la population, et le collègue l'a dit, suicide, faillite, troubles familiaux, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a aussi, avec le confinement, le télétravail, etc., des couples qui explosent, avec parfois beaucoup de violence. C'est un quotidien qu'on voit. Oui, on le vit bien sûr, même parfois personnellement, parce que nos situations familiales ne sont pas différentes de celles de la plupart des gens. Donc, oui, clairement. Et malgré ça, ben, on est pris en fait entre cette obligation. Donc, moi, je me rappelle très bien de mon serment, hein, j'y tiens, je trouve que c'est fondamental et vraiment très important. Mais par contre, j'ai du mal quand on me met en porte-à-faux avec ce serment. Et je trouve que là, par rapport à beaucoup de décisions de nos ministres compétents, bah là, il y a probablement des problèmes de droit, véritablement, par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Après, je n'ai pas plus de compétences que ça, donc je ne risquerai pas à savoir si c'est légal, illégal, si ça devra être considéré comme illégal plus tard avec de la jurisprudence, mais en tout cas, ça pose question, et ça empêche de bien fonctionner. C'est clair qu'on est très très loin des aspirations que j'avais à être policier.
quand j'ai commencé ma carrière, où évidemment, beaucoup plus jeune, je me disais, pas que j'allais refaire le monde, mais que ben voilà, j'étais entré comme un collègue pour, voilà, à l'américaine, quoi, tout protect and to serve, mais en fait, plus tant que ça, pour l'instant. Voilà. Est-ce que comme le policier français que j'avais interviewé, il vous demande de faire du chiffre? Du chiffre Covid, heu, l'un de vous, parce qu'il expliquait bien qu'on lui avait demandé le soir de Noël et de Nouvel An d'essayer d'en ramener, est-ce que vous, vous avez eu aussi des ordres comme ça ou des insinuations, Je pense qu'en zone, selon la commune où le policier travaille, voilà, les demandes sont plus ou moins fortes, plus ou moins appuyées. Nous avons la chance, ici, dans notre section fédérale, de ne pas être victime de cette demande de chiffres. Moi, comme je travaille plus dans une zone wallonne, c'est pas tout à fait la même approche que la police fédérale, mais je peux dire au moins, en ce qui me concerne, dans la police belge, c'est, je ne saurais plus vous dire combien il y en a, c'était 190 et des zones à la création, bon, il y a eu des fusions, donc on doit tourner plus autour des 180. Bah, c'est 180 manières de fonctionner peut-être différemment, mais voilà. Dans la région où je travaille, en Wallonie, on ne nous a pas demandé de faire de chiffres. Clairement, ça c'est, il n'y a pas de chasse au Covid. Maintenant, il faut rester bon compte, il y a beaucoup de services planifiés Covid, hein, et comme la collègue le dit, et on va laisser tomber peut-être certaines autres priorités du métier, certains autres aspects, je veux dire, de la police de proximité pour travailler plus spécifiquement au Covid. Alors, encore une fois, je suis ni expert, ni journaliste, ni politologue, mais je peux quand même pas m'empêcher de me dire que dans des cas comme ça, c'est de nouveau une nécessité politique, et sans attaquer les politiques locales qui nous subventionnent et qui nous dirigent, entre guillemets, bah, clairement, eux sont pris aussi au même jeu. Je me mets très facilement à la place d'un bourgmestre qui doit, quelque part, même par ses convictions, dire ah ben non, moi je vais pas trop saquer dans les infractions Covid parce que moi je trouve que c'est pas si important que ça. Bah, évidemment, ça va pas durer 3 jours, il va passer au JT, il va faire les gros titres parce que c'est un fou inconscient, et donc voilà, il va donc jamais donner des consignes à sa police. Et donc tout va toujours dans le même sens, qui est cette forme de penser que la situation est catastrophique, que donc comme la situation est catastrophique, ben, forcément il faut prendre des mesures, qui décident des mesures, les politiques, alors fédérales, et puis parfois les gouverneurs, et puis parfois les bourgmestres, parce qu'on aime bien aussi donner un petit peu botter en touche et dire bon, les bourgmestres ils font bien finalement parce qu'ils connaissent bien leur population. Et les bourgmestres, ben, ils n'ont pas le choix. Et en définitive, c'est ce qu'ils font, mais ils demandent à leur police locale de faire plus ou moins appliquer ce règlement. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient en cascade. En fait, tant que ça change pas, tant qu'on change pas l'état d'esprit général et sortir de ce clivage en fait qui est peur, sanction, mesure, ce serpent qui se mord la queue, ben, toutes les polices elles vont toujours fonctionner dans le même sens. Hein. Il n'y aura pas un réveil miraculeux des gens en se disant ah non, moi je trouve que c'est plus une bonne chose, j'arrête. ouais, est-ce que vous n'avez pas aussi un peu l'impression de participer à une forme de spectacle où on vous demande de faire respecter des normes qui sont très dures à faire respecter et qu'en fin de compte, beaucoup de gens ne respectent pas? Je pense par exemple à la bulle. Est-ce que En fait, la bulle, c'est un peu comme tous les autres règlements en Belgique, hein, même au-delà du Covid. Hein. En fait, on a tendance, enfin, le législateur, pour utiliser un terme général, a tendance à créer des règles. On collègue parlait tout à l'heure des étrangers en séjour illégal, on peut parler des contrôles ONEM, on peut parler de tas de choses en fait au niveau des lois et des missions en fait qui sont conférées à la police. La plupart sont, pour ainsi dire, impossibles à faire appliquer. Je veux dire, il y avait une règle qui avait fait couler beaucoup d'eau, c'était les camions en Belgique ne pouvaient pas dépasser par temps de pluie. Comment voulez-vous vérifier qu'un camion dépasse par temps de pluie, à moins d'être en patrouille sur l'autoroute et d'en choper un par hasard, vous allez en choper un pour 10 000, et voilà. Et on se dit qu'on a produit une loi géniale. Ben, voilà, c'est la même chose. La bulle de 1, comment voulez-vous vérifier que la bulle de 1 est appliquée? Comment voulez-vous vérifier que les enfants ne suivent qu'une activité par semaine s'ils ont moins de 12 ans et qu'à 13 ans, ils en suivent... Enfin, ils pondent des règles, alors c'est là en fait ce qui est triste, et là je sors peut-être du cadre de la police, mais les experts conseillent de par le prisme de de leur fonction, et les politiques appliquent peut-être sans rien mettre comme logique derrière, en fait, comme on se dit on va pondre ça, mais on ne sait pas du tout comment on va réussir à la faire appliquer. Et c'est vrai
pour beaucoup de choses, en fait. Il y a jamais cette volonté de se dire quel est l'objectif vraiment qu'on recherche. En fait, on a l'impression qu'on interdit pour interdire et on se dit, bon, la police, elle fera appliquer. Et forcément, comme je suis policier et que je n'ai pas de cerveau, bah, je vais appliquer la règle bêtement sans me poser de questions. Voilà. C'est un peu le fond du fonctionnement. Donc, pour relever un peu pour ce point-là, ici, en nous demandant de prendre le plus de distance avec les bulles sociales, j'ai encore envie de dire que c'est quand même bizarre qu'ils nous demandent au boulot, ici, par rapport à ma fonction de militaire, de continuer à travailler en équipe. Donc, qui veut dire que j'ai une fonction qui fait que j'ai contact avec plusieurs dizaines de personnes par jour. Et là, il n'y a aucun souci à déroger à la règle, alors que je ferais la moitié du gars dans le civil, j'aurais directement de gros soucis. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a certaines choses à remettre en ordre à ce niveau-là aussi. Ouais, des collègues à vous ont dû aller le 14 février alors que Quentin Dujardin, guitariste, donnait un concert dans une église. Alors, le culte a eu une exception, peut donner, je veux dire, peut célébrer la messe, je crois, devant 15 personnes. Et lui s'est dit, ben, je vais en profiter puisque ça fait 1 an que je fais plus de musique, puisqu'on considère ça comme non essentiel, je vais aller faire un peu de guitare. Et certains collègues à vous ont dû aller l'arrêter. Ça doit être. Et il m'a dit, je l'ai interviewé ce matin, il m'a dit, il s'était pas content de faire ça. Mais la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand vous allez obéir en fin de compte à des désolé, à des règles absurdes quoi et criminelles. Je disais les enterrements à 15 personnes. Moi, je comprends pas comment il n'y a pas encore des gens qui se sont rebellés. Juste un mot par rapport à ça, puis je passerai le micro par là. En fait, le problème, c'est que dans notre fonction, que ce soit armée ou police, on n'a pas vraiment le luxe de se poser des questions dans l'immédiateté, ça c'est certain. Quand on vous dit qu'il faut faire ça, ben, il faut le faire parce que, généralement, vous voyez pourquoi vous devez le faire, il y a du bon sens à la chose. Ici, les règles, les bulles, le fait, par exemple, de ne pas pouvoir enterrer ses morts, ouais, c'est clair qu'on a envie de ne pas le faire, mais on a aussi une règle un peu sacrée qui est on obéit aux ordres, sauf si ces ordres sont illégaux. Mais jusqu'à preuve du contraire, et c'est là toute la, faut pas dire la supercherie, mais le fait que ce soit vraiment très flou, c'est légal ou c'est pas légal? C'est un arrêté ministériel, c'est pas n'importe qui l'a pris, c'est le ministre de la Justice, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Santé, c'est bon. Ce sont des arrêtés ministériels. Ils ne sont pas supérieurs à la Constitution, enfin, sauf si j'ai oublié comment fonctionnait la hiérarchie des normes, mais voilà, je ne pense pas. Mais à côté de ça, le Conseil d'État s'est penché sur un nombre incalculable de saisies en extrême urgence. Quasi toutes ont été déboutées, il y en a encore qui sont en cours, seront certainement aussi déboutées. Donc à un moment, moi comme citoyen, je me pose des questions, comme policier, j'ai pas le loisir non plus de dire ben, je suis pas d'accord, zut, je dépose mon brassard et mon arme et je ne joue plus. Si, je pourrais le faire, en effet, je peux démissionner. Mais dans le cadre de ma mission, je pense que ça va beaucoup plus au-delà de ça. Je sais ce que je peux encore apporter dans mon travail, et je sais aussi ce que je ne veux pas faire. Après, je suis vraiment pris entre cette notion éthique et cette notion de droit ou de fonctionnement. Oui, effectivement, ça pose un problème pour beaucoup de policiers. Notamment, je peux imaginer que beaucoup de policiers seraient en stand-by. Il suffirait que l'un d'eux, notamment un supérieur, si le supérieur serait sur place, qui prendrait l'initiative de sévir. Alors, comme quoi les collègues n'auraient pas d'autre choix que de suivre. Il y a une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux aussi d'un contrôle de masque qui avait mal tourné à la rue Neuve. On a bien vu que toute l'ampleur que cette intervention a prise, et c'était donc une commissaire qui était sur place et qui a pris les choses en main, et bon, les policiers sur place n'avaient pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Oui, mais il y a ouais, je comprends très bien, mais quand vous parlez de légalité, parce qu'à un moment donné, un ordre peut être légal, mais immoral. Comment vous faites la part des choses ou... Je pense que toute la complexité justement de toute cette supercherie se trouve là.
Mais d'un côté, il y a ce qu'on voudrait faire, d'un autre côté, ce qu'on est obligé de faire. Et donc c'est pas pour rien qu'il y a un réel mal-être au sein des forces de police en ce moment. Et ça manque de dialogue aussi. Est-ce que vous pouvez dialoguer avec des supérieurs? Chaque fois que je suis en manifestation comme journaliste, j'essaie de poser des questions, au premier cordon, disons, et il me dit chaque fois: «Non, non, posez la question ou bien au bourgmestre ou bien à notre supérieur». Le supérieur, excusez-moi, mais on dirait souvent un peu un robot, «C'est comme ça, c'est pas autrement», il y a pas beaucoup de dialogue, ça manque, et avec la population non plus, j'ai l'impression, je veux dire. Des débats comme ça devraient avoir lieu, à la télé avec des gens et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question de votre rapport aux médias de masse. Nos rapports avec les médias de masse, ils sont nuls parce que nous avons on va dire, nous avons l'obligation de relayer, on va dire, la demande des médias vers nos supérieurs. Nous, on ne peut pas s'exprimer face caméra. Euh, c'est dans le code de déontologie, hein. Donc voilà, maintenant, vous parliez du mal-être, enfin, on parlait du mal-être à la police. On essaie de discuter avec. Parfois, il est aisé de discuter avec nos autorités. Ils nous entendent bien, mais on se rend compte que nos officiers, plus le temps passe, en fait, ils sont formés pour manager. Du temps de la gendarmerie ou au tout début de la réforme des polices, les officiers étaient sur le terrain avec leurs hommes, ils suivaient leurs hommes, ils connaissaient leur travail, et maintenant on forme des managers. Vous avez des, vous avez des universitaires qui arrivent comme ça directement après avoir suivi donc une formation et après avoir postulé de manière externe. Ils arrivent comme ça dans une brigade ou enfin dans une zone. Ils sont formés pour manager. Et ils ont aussi des notions de communication, comment communiquer avec leurs hommes. Mais tout ça n'est pas naturel. Et ils ne connaissent bien souvent pas le métier de base. Mais qu'est-ce qui manage, au fait? Qu'est-ce qui c'est des relais, c'est des relais politiques, au fait? Ou qu'est-ce Ben, ça donne l'impression, ça donne cette impression-là, oui. En fait, pour reprendre même la question précédente, quand on parle d'éthique, je vais prendre un autre exemple que le Covid. Si par exemple moi je suis un humaniste affiché et que je suis pour l'accueil de tout migrant venant du monde entier, je vais quand même être à un moment, de par ma fonction, limité dans mon éthique au fait que les règles sur l'accès au territoire sont quand même gérées par l'Office des étrangers et que donc une personne qui est au droit de rester pourra rester, une personne qui sera en obligation de retourner dans son pays parce qu'elle ne correspond pas aux règles devra partir. Est-ce que je trouve assez éthique? Non, pas forcément, surtout si la personne est en souffrance, etc., etc. Est-ce que je pourrais dire, ah ben, alors là, moi je joue pas, lui je ne le ramène pas parce qu'il m'a l'air bien sympathique? Non, ça ne marchera pas. Donc les règles, quelque part, qu'elles me plaisent ou qu'elles ne me plaisent pas, elles sont établies par des personnes qui me sont supérieures, au moins dans j'ose espérer parfois dans leur analyse, mais en tout cas dans leur légitimité. Eux, ils ont été élus par le peuple, hein, on parle bien du législateur en général. Donc s'il a établi des règles pour les étrangers, on était en droit de s'attendre que pour le Covid, ce soit la même chose. Alors, est-ce éthique, n'est-ce pas éthique? Est-ce que nos officiers ont une latitude? Non, pas plus que nous. Moi même, je pense. Parce qu'en fait, nous, à la base, je vais dire, si quelque chose nous déplaît fondamentalement, on arrivera à faire, comme on dit à Bruxelles, on va se cueillir le bazar. On va, éventuellement, on sera remplacé par quelqu'un qui n'a pas notre point de vue, ou on sera malade, ou on se blessera, ou que sais-je, on prendra quelques jours de vacances pour éviter cette période un peu qui nous déplaît. Enfin bon, il y a toujours moyen, hein. Mais sur le fond, on ne peut pas faire ça sur le long terme. Donc à un moment, quand la situation elle est ce qu'elle est, et là, Dieu sait si ça a perduré, hein, on est presque à un an de crise, je veux dire, à un moment, oui, on peut poser des questions. On parlait tout à l'heure du fait qu'on essaye parfois, hein, les journalistes essaient de parler aux policiers des cordons. C'est normal qu'ils ne répondent pas.
vous imaginez que vous êtes dans une manifestation où quelque part ils ont une mission précise qui est vous n'allez pas accéder à cette rue-là, vous n'allez pas pouvoir. Alors parfois c'est des vraies bonnes mesures, hein. Il ne faut pas croire que la police est méchante gratuitement. Enfin, vous n'allez pas là parce que on va protéger certaines institutions, on va protéger certains commerces, on va empêcher. Voilà. C'est pas l'itinéraire qui était prévu par le bourgmestre, donc il ne veut pas que vous ayez par là. En fait. Donc les policiers qui sont en maintien de l'ordre, et je le répète, c'est une donnée vraiment de la police qui est extrêmement spécifique, probablement une des plus importantes pour le ministère de l'Intérieur, mais c'est vraiment pas le travail de la police. La police, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la proximité, c'est la recherche, c'est les unités spécialisées du fédéral, c'est beaucoup d'aide apportée à la population, et de manière que la société ne s'autodigère pas non plus, hein, parce que, je veux dire, on pourrait reparler d'affaires vraiment affreuses comme Dutroux. Je veux dire, ça n'a pas fonctionné très bien d'ailleurs à l'époque, on n'était pas encore à la réforme. Mais voilà, je veux dire, la police, c'est ça aussi, c'est ça avant tout, les attentats. Mais la police, c'était aussi protéger la population des personnes qui voulaient mettre à mal la société. Le Covid, c'est spécifique, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Personne, ni vous, ni moi, ni le citoyen classique, je veux dire, on s'attendait pas à ça. Alors, je pense que c'est normal qu'une bonne partie des policiers, j'ose espérer que c'est vraiment une majorité des policiers, de l'officier au plus petit inspecteur ou agent de toutes les zones et de tous les services fédéraux, mais tous doivent se dire, il y a un truc pas normal. Maintenant, ceux qui prennent les décisions, qui dirigent, comme je vous ai expliqué, hein, c'est un système pyramidal. Hein. Quand le ministère de l'Intérieur décide de quelque chose, il répercute ça sur les services, qui répercute ça sur les autres services ou sur les zones, les chefs de zone, qui donnent à leurs dirigeants, etc., etc. Et donc, tout au bout de la chaîne, vous êtes qui, vous, pour dire... Ouais, moi je n'ai pas envie de faire ça et je le ferai pas. Parce que voilà, je suis objecteur de conscience. Voilà, j'ai envie de dire que les gens qui me disaient, si tu penses comme ça, arrête d'être flic, hein. Ils ont raison, alors il faut que j'arrête. Voilà. Mais vous avez quand même un objectif en venant ici, de faire bouger d'autres collègues, ou vous venez pas juste pour parler, je veux dire, oui, vous avez besoin de parler aussi, c'est sûr, mais vous venez aussi, vous espérez quelque chose. Oui, disons que au sein des unités où nous travaillons, nous voyons régulièrement aussi des collègues qui croient à toute cette propagande, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Nous avons aussi, dans les collègues, des personnes qui ont peur de ce virus, qui ne vivent pas, qui sont persuadés que croiser une personne sans masque, c'est un criminel. On va vraiment jusque... Enfin voilà, il y a des gens, des collègues qui sont vraiment extrêmement touchés par cette situation. Maintenant, nous avons aussi d'autres collègues qui se posent des questions, mais qui ne cherchent pas plus loin. En fait, je ne sais pas de quoi ont-ils peur, et voilà, ils se posent des questions, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, mais voilà, certains m'ont déjà dit, non, parce que si je creuse, je vais me ranger au rang d'un mot qui est très, de personnes c'est un mot qui est actuellement très à la mode, les complotistes. Il ne s'agit pas de complotisme, il s'agit de prendre du recul par rapport à la situation, d'analyser la situation en étant neutre, ce qu'on nous apprend aussi dans le cadre de notre travail, et de voir un petit peu justement la situation dans son ensemble global. Maintenant, de par tout ce qui se met en place actuellement au niveau médiatique, au niveau politique, tout semble fait pour induire la population dans son terme général, en erreur. Il faut savoir que c'est vrai que je sors un peu du cadre de la police, mais bon, au début de cette épidémie, nous avions des informations dans les médias. Nous avons vu Maggie de Bloch nous signaler ce n'est pas plus grave qu'une grippe. Et en dessous, on avait un bandeau défilant avec les chiffres du Covid en Chine. Donc en fait, on avait une information qui nous donnait
une information rassurante, et juste en dessous, on avait une information qui était destinée à vous faire peur. Et en fait, ce qui fait que la population se retrouvait dans un état, oui, mais est-ce que ce n'est qu'une grippe, ou est-ce que c'est un virus qui est vraiment grave? Et depuis le début de cette pandémie, eh bien, nous assistons en général à toutes des informations comme ça contradictoires. Ce qui fait que les gens, policiers, militaires aussi, quels qu'ils soient, se retrouvent dans un flou, car ils ne savent pas si, oui, c'est grave, non, ce n'est pas grave. Et actuellement, nous voyons encore la chose. Actuellement, nous avons, au niveau médiatique, des annonces qui nous signalent que le Covid est en train de baisser, les chiffres baissent, mais parallèlement à ça, on nous signale qu'il y a des variants. Il y a des variants brésiliens, anglais, enfin, on se croirait vraiment à la Coupe du Monde, en fait. On a vraiment des variants qui viennent de tout pays. Donc voilà. Et ça fait toujours que, ça fait que les gens restent dans leur climat anxiogène. À savoir, oui, le virus baisse, mais des variants vont arriver. Donc voilà, moi je voulais un peu faire un petit peu la part des choses là-dessus. Et justement, je voulais revenir à ce que je disais au départ concernant les collègues. Nous avons des collègues qui se posent des questions. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est si des collègues se posent des questions, qu'ils se dirigent vers d'autres collègues qui, visiblement, eux, sont un peu comme nous, justement pour dialoguer, pour voir un peu, pour creuser un peu, pour analyser un peu plus la situation, sans se mettre en conflit, parce que le problème, c'est que actuellement, c'est ce qui arrive aussi beaucoup, mais justement pour qu'ensemble, on ait une vision plus globale de la situation. Et après la vision, qu'est-ce qui peut se passer? Un retournement de la police qui se mettrait avec le peuple? Qu'est-ce qui... Voilà, parce que vous avez une vision commune, et puis si on vous donne... Parce que vous êtes vraiment mal placé, là. Parce que déjà, pour le citoyen lambda, c'est dur d'accepter des mesures qui c'est totalement paradoxal, illogique. Mais vous, on vous demande en plus de les accepter, mais de les faire accepter aux autres. À un moment donné, jusqu'à quand, je répète un peu là. C'est pour ça aussi que je pense que c'est un peu notre but aujourd'hui aussi, c'est de faire comprendre que ceux qui pensent comme ça ne sont pas seuls, ou je vois qu'il y en a de plus en plus autour de moi également qui pensent comme ça. C'est malheureusement une vérité, comme dit mon collègue, à partir du moment où on réfléchit, où on fait des calculs, ou qu'on ose avancer une théorie qui va à l'encontre des médias de masse, directement on est catalogué de complotiste. Voilà. On va pas arrêter de donner des chiffres alarmants, des morts, des cas de malades aux soins intensifs, voilà, mais et on ne parle jamais de tous ceux qui guérissent, on ne parle jamais des survivants, on ne parle jamais... Non, ce sont toujours des chiffres alarmants, des chiffres qui font peur, et voilà, tous les variants qui arrivent. Bon ben, avec plus de 180 pays, ça fait de la marche pour le futur, hein. Si chaque pays aura son variant, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, au niveau de ma profession, ben je suis aussi marié, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai de la famille, je vois aussi que la vie c'est arrêté pour tout le monde. Donc on voit aussi un peu ce qui se passe chez les autres, ça fait réfléchir. J'ai des connaissances voilà, ça fait presque 9 mois qui n'ont plus de salaire. Ils n'entrent pas dans les conditions pour recevoir telle ou telle prime. Et ben voilà, ce sont des gens qui s'en sortent grâce parfois aux concubins qui travaillent, ils vivent à deux sur un seul salaire. Ils ont suspendu des paiements parce que sinon ils s'en sortiraient pas. Mais ça, c'est la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Et, les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la pauvreté tue beaucoup plus que le Covid. C'est agréable d'entendre se dire. C'est une réalité cinglante, mais c'est agréable d'entendre ça de la part de policiers, parce que on pense que c'est une réalité. De nouveau, je pense encore une fois, je pense pas qu'on doit se méprendre. Si maintenant c'était quelque chose, on était persuadé vraiment que c'est grave et qu'il y a des mesures à prendre, je pense que tous ici, on serait les premiers à vouloir faire
respecter les règlements pour le bien de la population. Mais à même titre que beaucoup de gens dans la population qui réfléchissent, quand on voit toutes ces mesures qui sont illogiques, ben nous aussi on fait partie de cette population. Je me promène aussi en civil, ben je vois des gens qui se promènent sans leur masque. Puis bon, ils vont croiser un policier, hop, ils vont vite remettre leur masque. Mais voilà, et puis quelque part alors c'est la porte ouverte, parce qu'on va dire oui mais il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas les mesures, donc c'est à cause de ça que les chiffres montent. Mais j'ai quand même envie juste de faire une petite parenthèse. En Belgique et en France, je pense que nos deux pays sont parmi les pays qui exercent le plus de mesures répressives. On est quand même les deux pays qui avons les chiffres les plus catastrophiques ici en Europe. Je prends un pays comme la Suède où on peut se promener, où tout est ouvert, où les gens vivent normalement, les chiffres sont en chute libre. Bon, je prends un exemple concret, par exemple en France, où le couvre-feu est à 18h. Ben, les gens, ils font quoi? Ben, les gens, ils se bousculent à 17h, ils se bondent dans les magasins pour faire leurs courses, pour être à la maison à 18h. Et puis quand j'entends qu'il y a des collègues qui ont envoyé un magasin à 18h06 pour verbaliser tous les clients et donner une amende au magasin, au gérant parce qu'il était ouvert, et je me dis, mais ce monde est en train de devenir fou. Moi, c'est pas pour ça que je suis rentré à la police. Voilà, comme ça a été très bien dit juste à l'instant. C'est vraiment ça que je voulais soulever en principal aujourd'hui. C'est que oui, nous sommes représentants des forces de l'ordre. Nous avons une hiérarchie, nous devons faire respecter certaines choses, faire plus par la police, pas vraiment à l'armée, nous ne sommes pas directement en premier plan. Mais ce qui est important aussi à se dire en tant que personne, c'est d'agir aussi en âme et conscience, en tant qu'humain. Parce qu'au-delà du grade, de la fonction, il y a aussi au niveau personnel, je veux dire, et ça c'est assez important de se remettre en question, comme ça a été dit au début. Pourquoi sommes-nous rentrés là? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour régler vraiment cette situation? Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Prendre du recul par rapport à ça, et chacun un petit peu être avec sa conscience, réfléchir un petit peu à cette situation. Et à son niveau, je pense que chacun peut être un minimum responsable de ses actions vis-à-vis de la population. Et de soi-même, bien sûr. Mais pour répondre à la question que tu posais sur qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut espérer que la police va se mettre du côté du peuple, je pense que c'est trop clivé de le poser comme ça, parce que la police n'est pas contre le peuple. Elle fait, comme l'a rappelé la collègue, elle fait partie intégrante du peuple. D'ailleurs, le recrutement depuis la réforme veut que le policier soit le plus identifiable possible à l'ensemble de la population, même si c'est pas toujours un succès garanti. Mais une chose est sûre, c'est que les policiers de terrain, les policiers opérationnels, ceux qui sont vraiment, ceux qui vont vous verbaliser finalement, eux, ils ont en effet une certaine forme de libre arbitre malgré tout. Un petit peu comme en roulage, si, on va faire exception du radar, mais si je constate que vous avez commis une infraction de roulage, je peux vous tomber dessus et vous dire, ah, monsieur, vous êtes en infraction. Oui, je suis au courant, désolé, voilà, la chose se passe bien, l'infraction cesse, je suis pas obligé de vous verbaliser, je peux simplement vous rappeler à l'ordre, vous dire, ah, c'est pas bien, vous avez pris une place pour handicapé, une pauvre dame aurait pu avoir besoin, etc., etc. Et donc, l'infraction cesse, là j'ai fait mon travail, et la personne, elle s'en va, elle est pas verbalisée, elle est contente aussi, et peut-être que ça a même plus de portée. Pour le Covid, c'est un peu pareil. À l'exception peut-être des services planifiés, où là c'est difficile parce qu'ils sont en effet planifiés, donc ils ont cette portée, et c'est l'objectif évidemment de la soirée, du jour, de la nuit. Mais si par contre je suis un policier en patrouille, si je suis, je ne sais pas moi, un inspecteur de quartier, ou même dans un service fédéral de renfort, et que je constate une infraction Covid, je peux soit fermer les yeux, passer outre et ne rien dire, si ça fait partie de mes convictions, parce qu'à la limite je suis d'accord avec la personne qui ne porte pas son masque au milieu des bois, ou sur le bord de la route toute seule, à 3h du matin. Ah non, on ne peut pas, c'est vrai, c'est le confinement, en fait, voilà. C'est couvre-feu. Mais voilà, sur le fond, je peux aussi, si j'estime que, bah oui, là, il y a du monde, elle devrait mettre son masque, parce que de toute manière, on va avoir une remarque, je vais m'arrêter, je vais dire, je partage peut-être vos avis, madame, monsieur, mais mettez votre masque, parce que de toute manière, ici, c'est la règle, et voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'aller lui prendre 250 € pour la cause? Non, je crois pas. De nouveau, je crois pas. Et je pense que le faire, d'ailleurs, contribue, alimente
le système de répression et de lever des citoyens contre leur police, de lever les gens les uns contre les autres. Moi, depuis quelques mois en tout cas, j'ai jamais entendu parler autant de délation, si, dans les films qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale, mais pas en vrai. Voilà. Or, maintenant, le quotidien, c'est ça. C'est de la délation. C'est mes voisins font ça, ils ont invité plus de personnes. Telle personne est entrée dans le magasin avec pas de masque, machin n'a pas désaffecté ses mains. Enfin, vu que, voilà, ils ont pas de masque sur le chantier, on a entendu aussi ça. Enfin. Donc voilà, je veux dire, ce sont des réalités. La population, ça va plus loin que la police, en fait. La population est complètement matraquée en fait avec ces informations contraires, parfois nocives, je le pense sincèrement. Et donc la police, elle suit le mouvement, malheureusement. Après, c'est vraiment individuellement, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, je crois, c'est prendre du recul et se dire on n'est peut-être pas forcément obligé de participer à cette grande mascarade. On fait notre travail, moi je veux dire, je vous prêterai toujours main forte si vous êtes en difficulté, voilà, vous subissez des violences, je vais venir vous aider. Hein. Si vous ne portez pas votre masque, je ne vais pas forcément vous sauter dessus. Vous passez les menottes et vous ramenez pour vous envoyer. Voilà, ça ira au-delà. Le policier français que j'ai interviewé disait que conseillait aux citoyens d'utiliser la force intelligemment. Pas contre la police, évidemment. Mais il invitait la population à se révolter. Qu'est-ce que vous en pensez Concernant cette invitation, on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en Italie. Tous les restaurants ont ouvert, les bars ont réouvert, les cinémas ont réouvert. Et qu'est-ce que la politique a su faire à ça? Rien. Ils ont donné l'autorisation de réouvrir. Et maintenant, en Italie, tout le monde revit comme avant. Si je ne me trompe pas, même le port du masque n'est plus obligatoire. Maintenant, je me pose, à titre personnel, je me pose toujours une question. Sur quelle base a-t-on imposé ces mesures? Donc le port du masque, distanciation sociale, tout ce qui va avec. Moi, à mon avis, voilà, je n'ai jamais vu, je suis une personne qui cherche beaucoup sur Internet, qui regarde les articles de loi, qui regarde tout ce qui sort. Je vais beaucoup sur les sites médicaux, et je n'ai jamais vu d'études prouvant que le port du masque servait à quelque chose, que le confinement servait à quelque chose. Par contre, il y a très peu de temps, et je crois que vous aviez rapporté le fait au Premier ministre, un Américain qui est une pointure mondiale a fait un rapport sur tout ce qui était confinement, port du masque, distanciation sociale. Et ça, c'est une étude qui est écrite, qui est prouvable, voilà, c'est sourçable. Et voilà, cette étude est sortie, et ça, enfin, voilà, c'est la preuve que tout ça ne sert à rien. Donc, toutes ces mesures non médicales ne servent à rien. Donc, une question que je me pose, c'est pourquoi continuons-nous, en ayant une étude pareille, à maintenir ces mesures? Il la connaît pas, il m'a dit. Je pense que mon collègue a touché là un point très sensible, c'est-à-dire qu'il existe un nombre incalculable de scientifiques sérieux, de professeurs sérieux, notamment Perron, professeur Sacré, il y en a encore plein d'autres qui sont des célébrités dans leur domaine. On les écoute pas, on les censure, on les bannit. Alors, combien de ces gens n'ont pas déjà demandé un débat sérieux sur les plateaux télé? Jamais. Les seuls scientifiques, les seuls virologues, si on peut appeler ça comme ça, qu'on entend, ils sont toujours tous du même avis. Ou bien ils se dispersent un peu sur des petits détails sans fondement, sans importance. Mais sur le principal, ils sont toujours d'accord. Quelqu'un qui oserait donner un avis contraire, il se fait lâcher sur les plateaux. Alors, donc, conclusion, on va dire, oui, mais t'es complotiste, hein, tes sources c'est Internet, tes sources c'est YouTube. Bah, oui, ces gens-là, on ne les entend que sur les réseaux parallèles, sur les médias mainstream, ils sont interdits d'antenne. Alors forcément, de nouveau, il y a des gens qui réfléchissent, des gens qui commencent à ouvrir les yeux, à se rendre compte que ce qui passe à la télé, c'est pas forcément toujours la vérité.
Alors on peut aller plus loin, on peut aller pousser dans le sens que ceux qui passent à la télé, souvent on remarque qu'ils ont des conflits d'intérêts quelconques avec l'une ou l'autre firme. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais ça pose quand même pas mal de questions. Donc je pense que justement, se poser des questions, c'est faire preuve d'intelligence. Moi, je suis simple flic, hein, je suis pas virologue, je suis pas médecin, mais j'aime bien écouter des gens, des experts qui connaissent leur boulot et puis ensuite me faire ma propre idée. Et je vois bien que ce qui passe à la télé, c'est pas du tout ça. Alors, pour revenir à votre question sur les collègues français, bon, je suis tout à fait opposé à l'idée ouvertement de dire ouais, il faut faire une révolte, non, pas du tout. Mais je me pose une autre question, à partir du moment où on constate que ce qui est imposé à la population n'est pas juste, qu'est-ce que cette population doit faire pour vivre, pour se faire entendre? Voilà, donc ça c'est une question que je me pose. On en vient aux manifs, on veut faire une manif contre les mesures, on va l'interdire pour des raisons sanitaires, c'est un peu le coup. Ah, et puis d'un autre côté, quand il y a un jeune qui est mort suite à une intervention policière, on va dire, là du coup la manif sera autorisée. Donc il y a un tas d'illogismes comme ça qui sont constants au sein de notre pays. Quelle est la politique vaccinale chez les forces de l'ordre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez devoir vous faire vacciner ou? On vient de recevoir une note à ce sujet, nous informant que les groupes policiers en contact direct avec la population seraient prioritaires. Maintenant, évidemment, les services qui travaillent, on va dire, qui peuvent se protéger en travaillant derrière une vitre, comme dans les aéroports notamment, passeraient après. Il semble que pour les moins de 55 ans, ce soit le vaccin AstraZeneca qui ait été choisi. Maintenant, je sais qu'au sein de certaines organisations syndicales, quelques-uns se posent des questions parce qu'ils savent, comme tout le monde, que le vaccin AstraZeneca fait partie de la nouvelle thérapie génique. Donc, ils se posent des questions et ils voudraient avoir des réponses de la part de l'autorité. On nous le présente presque comme obligatoire. Maintenant, quand on insiste, on nous dit non, mais ce sera fortement conseillé. À ce moment-là, voilà, au niveau des organisations syndicales, ils doivent protéger leurs affiliés et les collègues en demandant à l'autorité de répondre à certaines questions. Quid s'il y a des séquelles sur le court, moyen, long terme? Est-ce que ça sera considéré comme un accident de travail, une maladie professionnelle? Si c'est incapacitant sur le long terme, quid de l'avenir dans la profession? On a peur aussi. Hein. Maintenant, il y en a qui sont persuadés qu'ils seront sauvés par le vaccin. Ici, mon médecin généraliste me demandait pourquoi nos autorités n'investissaient pas dans la réinformation, la rééducation du personnel au niveau de la gestion de son système immunitaire, du sport, de l'alimentation. Ça coûterait certainement moins cher que les millions de doses qui ont été commandées. Maintenant, voilà. Ça rapporterait moins aussi. Certainement. Alors le vaccin prêt? Là, c'est un débat fort intéressant. De nouveau, la première question est quel est l'intérêt du vaccin? Bon, quand on voit sur l'ensemble de la population mondiale que 99,98% survivent à cet horrible virus, donc je me pose vraiment la question de l'intérêt. Comment ça se fait qu'il y a une telle propagande qui se fait autour de ce vaccin comme étant la solution ultime pour sortir de cette crise? Cette crise qui, sincèrement, pour moi, est politique. Il y a plus rien, on n'est plus dans du sanitaire. Actuellement en Belgique, je pense qu'on est entre 300 et 400 personnes en soins intensifs. Sur 11 500 000 habitants, entre 300 et 400 personnes en soins intensifs, est-ce une raison de bloquer tout un pays? Est-ce une raison d'imposer un vaccin
aux plus jeunes, alors qu'on sait que la grande majorité des victimes ont une moyenne de plus ou moins 85 ans ou souffrent d'autres pathologies sévères. Donc je m'interroge sincèrement sur le pourquoi est-ce qu'on veut vraiment imposer à tout prix ce vaccin. Aujourd'hui, dans le soir, l'armée va jouer un rôle actif dans la vaccination. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'armée? Vous avez déjà été informé? Alors, à mon niveau, non, j'ai vu l'information passer tout comme vous, mais pour vous dire concrètement, on n'a rien reçu de concret encore à notre niveau, comme plan d'action ou simplement comme information par rapport à de futures actions. Je pense que ça pourrait toucher plus peut-être la composante médicale, sans être plus sûr encore une fois. Mais à notre niveau, je ne vais pas m'avancer plus parce que il y a encore, à l'heure actuelle, rien de concret. Moi, pour répondre à ta question sur prêt pour la vaccination, titre privé, je dirais non. Mais voilà, je veux dire, je suis vacciné pour rien à part la polio et éventuellement le tétanos, mais voilà, ça c'est un choix personnel. Ce qui me pose le plus gros problème, on n'en est pas encore là, mais c'est dans cette forme de... En Belgique, vous avez le choix de refuser le vaccin. En fait, on sait très bien que ce sera assorti d'un certain nombre de conditions. Donc, enfin, plus exactement, il y aura des conditions pour pouvoir faire certaines choses à être vacciné, d'où passeport vaccinal et compagnie. Donc on peut imaginer les pires scénarios, puisqu'on a déjà vécu des choses qu'on n'attendait pas. On pourrait s'attendre à ce qu'un jour, puisque la population ne répond pas suffisamment en masse à la vaccination, qu'on la rendrait obligatoire. Et alors là, on pourrait s'imaginer qu'on virerait dans des séries B d'anticipation noire, où on demanderait à la police d'aller chercher les gens pour les amener au hub de vaccination. Bon là, je pense que j'aurais dépassé la ligne de ma tolérance et que je serais obligé de faire un pas de côté. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est justement cette notion de choix. En fait, a priori, on devrait avoir le choix. Et le Covid, et la manière dont ça a été géré en Belgique certainement, mais pas que, hein, dans beaucoup de pays du monde, on voit cette absence de choix. En fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de donnée supérieure à tout. Le sanitaire à tout prix, la vie à tout prix, mais quelle vie, hein. On a envie de se demander si on a envie de vivre ça très longtemps. Et donc ce choix n'existe pas réellement, on va vous dire, parce que vous allez avoir une pression qui ne sera peut-être pas une pression politique ou policière, vous allez avoir une pression sociale avant toute chose. Alors, vos amis vont vous dire, tiens, tu viens, on va à Madrid. Ah oui, non, c'est vrai, t'es pas vacciné. Mais tu viens pas à Madrid avec nous alors, parce qu'il faut prendre l'avion, il faut être vacciné pour prendre l'avion. Ah zut, bah, je peux peut-être y aller en voiture. Ah, c'est pas sûr, parce que la frontière française, ils vérifient le passeport vaccinatoire non plus. Donc, non, écoute, c'est pas mal de rester en Belgique, en fait. On a des chouettes coins à l'Ardenne et à la mer. Donc voilà. Moi, c'est un peu ça qui m'embête fondamentalement avec cette vaccination, parce que bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi je veux dire, libre à chacun de se faire vacciner, hein, y a pas de souci. Au-delà du fait que c'est en effet un vaccin auquel je mets encore moins une confiance qu'un vaccin classique, j'ai envie de dire, j'ai quand même envie d'avoir le choix, et que cette stratégie du tout au vaccin, qui est soi-disant la porte de sortie de la crise, alors qu'on nous a déjà dit à mi-mot, hein, ça c'est quelque chose de très belge aussi dans les médias, on répète 25 fois le message pour qu'à la 26e fois, vous finissiez par le considérer comme acquis. Et donc, on vous dit oui, la vie d'avant c'est fini. Hein. Et quand vous serez vacciné, c'est pas certain que vous n'allez plus transmettre le virus. Hein. Il faut quand même garder le masque. Voilà. Vous voyez où on vous amène doucement, mais quelque part, bah, vous avez vos yeux pour pleurer, et pour le reste, bah, vous attendez, comme la plupart des gens. Vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer, voilà. C'est le débat. Donc, pour revenir sur le même point, moi, ce que je me demande à l'heure actuelle, c'est à partir de quel moment nous sommes encore en démocratie? Ça vient d'être soulevé. Pourquoi est-ce simplement, on empêche des personnes spécialistes de parler? Pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de débattre? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on est plombé par les médias mainstream de pensée unique à chaque fois qu'on dit que ce soit vaccin, confinement, distance? En fait, même dans les publicités, que ce soit sur YouTube et Facebook, nous sommes à chaque fois harcelés par des publicités du genre. Donc, à se demander quand on voit tous les médias qui s'y mettent en même temps,
Est-ce que ça semble louche, je sais pas. Est-ce qu'on est vraiment encore en démocratie? C'est une question, je pense, qui est intéressante à soulever aussi. Concernant ce que monsieur dit, concernant la propagande, je dirais juste une chose. Il faut regarder l'histoire pour essayer de se projeter dans l'avenir. Parce que il y a quand même, dans ce qui se passe actuellement, beaucoup de faits similaires à un moment qui était dramatique dans les années 40. Voilà, je ne dirais que ça. Il faudrait tout simplement que les gens aient le courage de sortir de leur zone de confort. C'est bien de se plaindre, c'est bien de pleurer, c'est bien d'accuser, d'essayer de faire porter le chapeau à la police, à la politique, au voisin qui ne met pas son masque, au voisin qui reçoit le soir quelques amis. Mais en effet, il faut s'informer, il faut se renseigner, il faut s'intéresser et surtout sortir de sa zone de confort. La police, c'est le reflet de la société, la police. Je ne fais plus mon métier depuis 1 an maintenant parce que, voilà, tout est basé sur la crise Covid. Le policier ne peut plus travailler. Allez, quand je vois la majorité, enfin, chez nous du moins, une majorité de collègues qui ne verbalisaient jamais, c'est-à-dire qui fouillaient le travail et qui maintenant, parce que rédiger un PV Covid ne demande pas trop d'administratif, s'en donne à cœur joie et verbalise à outrance, je ne sais pas, j'ai du mal à me retrouver dans ce pourquoi j'ai signé il y a plus de 16 ans. Donc certains trouvent un avantage au Covid, au fait. Bien sûr, mais partout dans toutes les professions. C'est-à-dire hein. financier? Un avantage financier, un avantage... il faut savoir qu'avant la crise, tout le monde était pressé comme un citron. C'est-à-dire que, du moins chez nous, on faisait énormément d'heures, le rythme de travail était assez soutenu, et puis, voilà, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage technique à la police. C'est-à-dire que, même si vous n'êtes rappelé, si vous n'êtes de service qu'1 jour sur la semaine, dans certains secteurs de la police fédérale, c'est comme ça que ça fonctionne, vous êtes payé, vous avez votre salaire, mais vous restez chez vous. C'est facile. Ça, c'est une zone de confort. On ne fait plus d'heures supplémentaires, on voit sa femme, on voit ses enfants, on prend du bon temps. Et voilà, et c'est le même pour certains enseignants qui ne prennent pas de nouvelles de leurs étudiants, alors que ceux-ci sont vraiment sans dessus-dessous et cherchent le contact, et cherchent des appuis, cherchent du réconfort. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui sont contents de faire du télétravail et qui finalement, c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps, peut-être quand les gens auront vraiment faim, là, ils iront dans les rues. Mais voilà, on est peut-être encore dans une période trop confortable. Faire son petit jardin, laver sa voiture, imaginer les vacances qu'on n'aura peut-être plus jamais, mais bon, voilà, lire un livre, regarder Netflix, ah, ça, Netflix. Faire du sport. Quand on a un petit espace vert derrière chez soi, c'est facile. Quand on habite en ville, les salles de sport sont fermées. Et c'est mauvais pour le moral. Et voilà. En fait, la police est impliquée dans le système démocratique. Et je ne retrouve plus ça. C'est juste affolant. Nous sommes des... Allez, parfois, on apprend des mesures avant les fêtes de fin d'année. On apprend que, attention, si vous recevez pour les fêtes de fin d'année, la police va venir sonner à vos portes. Nous, on découvre ça aux informations, comme tout le monde, et on se dit, tiens, on n'est pas au courant. Et avec quels moyens? Je sais pas. Et nos officiers sont tout aussi surpris. hein. Moi, je voudrais ajouter une petite chose, c'est qu'il est temps aussi que les gens
dans la totalité de la population, aussi bien policiers, militaires, toute autre personne, se rendre compte d'une chose. Les restaurants ferment, les bars ferment, le monde de la nuit ferme, plein de types de commerces ferment. Ce qui fait que nous avons plein de personnes qui se retrouvent dans une situation qui est exécrable. Et parallèlement, et c'est toujours le principe du recul et de l'analyse globale de la situation, parallèlement, nous pouvons constater quoi? Nous pouvons constater que les personnes les plus riches du monde se sont enrichies, à savoir voir leur fortune passer au double de leur fortune. Et maintenant, quand on parle du double de leur fortune, on parle de centaines de milliards. Donc ce n'est pas petit. Et il est peut-être temps aussi de se poser des questions. Comment se fait-il qu'en période de crise, tant de personnes sont en train de chercher comment ils vont survivre, alors que d'autres ont doublé leur fortune? Ça, c'est une question à se poser. Et peut-être que déjà, si on se pose cette question-là et qu'on remarque un petit peu ce qui se passe, on pourrait peut-être aussi à ce moment-là être tenté d'analyser la chose et commencer à faire quelques recherches et voir un peu plus loin, quoi. Voilà. Moi, je vais juste terminer sur un mot. Il est juste grand temps que le peuple soit solidaire. Qu'on arrête d'être divisé, ça va mener à rien d'être un contre l'autre, pro, anti-Covid, tout ça. À la fin, nous vivons tous ensemble, au final, nous sommes une société. Et il est plus que temps d'être solidaire. Oui, je dirais pareil que mon ami Antrier, en fait. Hein. C'est vrai que jusqu'ici, on a vécu beaucoup depuis des mois dans le diviser pour mieux régner. Ça a magnifiquement bien marché. On se rend compte à quel point on a perdu des amis, on en a découvert de nouveaux, parce que finalement, on avait des visions qui étaient diamétralement opposées. Mais en définitive, on vit tous la même galère, qu'on soit pro ou qu'on soit anti, qu'on soit pour les vaccins, contre les vaccins, peu importe. Les mesures nous touchent tous. Je pense qu'il faut vraiment arrêter l'opposition des genres et des gens. Et il faut, comme il le précise bien, penser vraiment à l'avenir de nos gosses, à l'avenir de notre société, à ce qu'on a envie pour notre avenir, et peut-être à se rendre compte que, voilà, on n'est pas immortel. Si c'est le Covid, sera le Covid. Si c'est une météorite, sera une météorite. Si c'est autre chose, on verra. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir permis de parler. Donc je m'adresse surtout aux personnes qui croient dur comme fer en toutes ces histoires. J'ai envie de leur dire, renseignez-vous, réfléchissez. Par exemple, quasiment l'entièreté des médias mainstream racontent la même chose, mais il faut savoir aussi que tous ces médias ont une couleur politique. Donc jamais aucun média ne va dire autre chose qui va à l'encontre de la volonté politique. C'est à réfléchir. Le débat. Pourquoi est-ce que systématiquement, toutes personnes qui ont un avis contraire sont bannies des débats? Pourquoi est-ce que certaines personnes de renommée perdent leur boulot parce qu'ils osent avoir un avis contraire? C'est de la censure. Mon collègue parlait, sommes-nous en démocratie? Je me pose la même question. Donc de nouveau, on voit les médias qui ont une couleur politique qui ne diront jamais le contraire. On voit des grands spécialistes qui sont bannis, qui sont interdits plateau, qui perdent leur boulot. Alors à tous ces gens qui croient encore dur comme fer à cette supercherie, mais réfléchissez. Voilà, tout simplement. Merci. Merci à vous.